Alors, vous avez essayé, on vous a écouté revenir sur ces grandes personnalités du monde que vous avez rencontrées. Et on a également lu chez vous aucun regret de n'avoir pas été reçu par le président de la République du Cameroun. Mais est-ce que vous comprenez quand même cette opinion qui s'insurge de ce que le président Paul Biya, le président du Cameroun, ne soit ouvert aux journalistes que lorsque ses homologues étrangers sont de passage au Cameroun? Enfin, je parle là. D'abord, je voudrais vous dire que le président de la République ne m'a jamais reçu, c'est pas vrai. Ah d'accord, vous l'avez au moins rencontré, parce qu'on l'a pas entendu. Bon. Mais d'accord. Je n'ai jamais demandé à être reçu, jamais. Mais ce que je vais demander, c'est que je vais lui envoyer un protocole d'interview que je vais publier dans le Calam. Ça, au moins, je vais le faire. C'est déjà même fait, il suffit de déposer. Mais quand vous n'avez pas demandé, comment voulez-vous dire qu'il ne vous a pas reçu? Moi, je n'ai jamais demandé. Je n'ai pas trouvé la nécessité. Mais cependant, je nuance. J'ai dit je n'ai jamais demandé. Je n'ai jamais, parce que je n'ai rien à lui dire. En fait, je n'ai rien à lui dire. Je n'avais rien à lui dire. Maintenant, ce que j'ai à lui dire, je vais le dire dans l'interview que je vais lui proposer. Peut-être qu'il va répondre à cette interview. Ça va être une grande première chez moi. Et puis j'espère qu'il va le faire. Mais cependant, avant que le président de la République, quelques mois avant qu'il ne soit, qu'il ne soit chef d'État, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Je vais vous raconter, le président de la République, j'ai pris un vol de Yaoundé à Paris avec lui. Il était Premier ministre. Et quand il m'a vu dans l'avion, il m'a surclassé. Là, il m'a surclassé, j'étais en écho. Il a demandé qu'on me fasse voyager en première à côté de lui. Et nous avons voyagé pendant 6h20 minutes. Et il a pris en charge mon repas. Il a pris, on a échangé pendant 6h20. Dans une convivialité totale. Et c'est lui qui m'a surclassé. Bon, ce n'était pas... je n'ai jamais demandé à aller à côté de lui. Donc, pour dire que c'est quelqu'un qui me connaît. Et puis, je voudrais dire également que le premier discours du chef de l'État, était Premier ministre, tout premier discours politique qu'il a prononcé à l'Assemblée, envoyé par le chef de l'État, parce qu'il était empêché, il n'a pas pu. Le chef de l'État a eu un coup de grippe et il a demandé à son Premier ministre d'aller, peut-être c'était un ballon d'essai pour voir comment il allait se manifester devant les députés. Il a envoyé, c'était vraiment un ballon d'essai. Et ce jour-là, j'ai travaillé à la radio, j'étais de service ce jour-là. Et naturellement, on m'a envoyé couvrir. J'ai couvert le président de la République, il était Premier ministre. Il était très content. Il m'a demandé de l'accompagner à son bureau. L'actuel bâtiment qui abrite les services du ministère des Relations extérieures, c'est là où il avait ses bureaux et la radio était à côté. Il m'a invité, il m'a remercié pour ce travail qu'on a fait. Et puis je suis parti rapidement parce qu'il fallait monter le journal, monter son discours pour le journal de 13h. Donc, ça c'était une autre rencontre que j'ai eue avec lui. Mais donc, en dehors de cela, je n'ai jamais manifesté l'intention d'être reçu par le chef d'État. Mais cependant, la remarque que vous faites est pertinente. Elle est pertinente. J'ai eu à le déplorer souvent. Parce que la plupart des déclarations à la presse, en dehors de 2 ou 3 déclarations en 30 ans, plus de 30 ans de pouvoir, le chef de l'État les a toujours réservés à la presse étrangère. J'ai toujours déploré cela et je pense que ce sont des options qui ne sont pas appréciables par le public camerounais. Le président de la République, en tant qu'être humain, il a ses goûts, il a ses plaisirs, il a ses désirs. Il peut aimer Chopin alors que nous aimons
le Bikoti, il peut aimer Bach alors que nous aimons Dieu Somme. Ça, c'est des choses tout à fait normales. Mais un chef d'État, il y a des moments, il doit se passer. Il doit absolument se passer. Je ne peux pas, mais j'ai eu à écrire dans mes blocs-notes qu'il est inacceptable que le chef de l'État ne puisse pas, de temps en temps, parler à sa presse locale. Et je peux vous assurer que si le président de la République avait l'habitude de parler aux journaux camerounais, ça boosterait les ventes et puis ça crédibiliserait nos journaux. Nous avons pourtant au Cameroun des talentueux journalistes qui n'ont rien à envier à ceux qui s'expriment à l'étranger. Mais en dehors du 11 février, du 10 février et du 31 décembre, nous comprenons mal, vraiment mal, que le président de la République choisisse toujours ses déclarations à la presse étrangère, qu'il les réserve toujours à la presse étrangère. La presse camerounaise est frustrée et même si elle ne se plaint pas ouvertement, mais en sourdine, les journalistes camerounais se plaignent. Voilà. Clarification apportée. C'était bien ça le sens de ma question. Parce que s'il est, dans votre cas, advenu l'occasion de rencontrer le président de la République, on ne peut pas nier qu'il a pris l'habitude de snober la presse locale pour favoriser celle étrangère, alors que, comme vous venez de le dire, ses compatriotes, ses administrés sont autant brillants que ces journalistes étrangers. Merci. Alors, moi, je suis confiant, j'espère que, en fonction de ce que je venais de vous dire, compte tenu de ce que je vous ai dit, il va répondre favorablement à la demande d'interview que Calam lui pose. Parce que vous pensez que les autres médias qui existent aujourd'hui n'ont pas su faire quoi pour obtenir, comme vous allez pouvoir l'obtenir, puisque vous... Non, je n'ai pas dit... Non, vous savez, j'ai été... Oui. Non, j'ai compris ce que vous avez dit. Ma question, j'ai compris ce que vous avez dit. Si vous me permettez, vous pensez que les autres médias, notamment la presse privée, parce que généralement, la CRTV, elle arrive encore. La presse privée, vous pensez qu'elle n'arrive pas parce qu'il y a quelque chose qui manque dans sa façon de se prendre avec le président de la République? J'ai été rédacteur en chef de mutation et directeur de publication de tout cumulé, ça me faisait à peu près 12 ans à la tête du journal. Je vais vous dire, il ne m'est jamais venu à l'idée d'adresser un protocole d'interview au chef de mutation. Parce que nous partons du principe qu'il ne va pas répondre. Vous voyez, tous les médias camerounais, en dehors de la CRTV, partent du principe qu'il ne va pas répondre. Il faut oser. Vous pensez que les autres n'ont pas osé alors? Vous pensez que vos autres confrères n'ont pas osé? Le quotidien, je ne sais pas. La nouvelle expression, je ne peux pas. Même à l'anecdote où le patron est très proche de M. Paul Biya, vous pensez qu'ils n'ont pas osé? Parce que même là-bas, on n'a pas vu l'interview de l'anecdote. Mais vous savez, ce que je suis en train de dire, là, je vous ai dit tout à l'heure que je déplorais le fait qu'il ne s'adresse pas aux médias camerounais. Mais le chef de l'État a un service de presse, un service de communication. Qui peut lui dire qu'à l'occasion de ceci, provoquer une interview, choisir un journal et provoquer une interview, ça se fait dans le monde entier. Il faut provoquer. Mais les gens partent du principe qu'il ne peut pas. Moi, je vais dire que je prends le risque. S'il répond, tant mieux. S'il ne répond pas, il me donne une occasion de le critiquer davantage. Mais comme vous le faites d'ailleurs très souvent. Oui, oui. D'ailleurs, je pense que... Oui. Alors, oui. D'ailleurs, je profite d'ailleurs de l'occasion. Ce jour 18 mars, le président de l'Assemblée nationale, M. Kaba Iri Dibril, 81 ans, a été reconduit à la tête donc du Parlement de l'Assemblée nationale camerounaise. Quel commentaire là-dessus? Je voulais d'abord dire que le Cameroun fonctionne un peu comme le politique bureau à l'époque de Khrouchtchev, de Brezhnev et tous les autres. Il fonctionne également comme à l'époque de Mao Tse-tung, où quand vous n'avez pas atteint 75 ans, 80 ans, on estime que vous n'êtes pas suffisamment mûr pour pouvoir diriger certaines choses de l'État. Mais
on voit aujourd'hui que ces pays-là qui mettaient à la chef de l'État les personnes qui ont atteint un âge très avancé, les époques ont changé. Tout a changé. Et nous fonctionnons comme donc à cette époque-là. Mais je pense qu'il est temps qu'on revienne à des choses normales, aux réalités. C'est-à-dire que la capacité d'un homme de 80 ans, de 90 ans de réagir face à la modernité, sa capacité est réduite. Quelle que soit son intelligence, elle est réduite. Nous vivons aujourd'hui à l'heure du numérique. Lorsque vous ne vous êtes pas adapté au numérique, quel que soit votre âge, vous êtes largué. Et le chef de l'État, ça, je vais dans un domaine glissant. Il a l'âge qu'il a, qu'on connaît. Il a commencé à travailler avec un certain nombre de personnes qui avaient à peu près le même âge que lui. Et il est arrivé là où il est au fin de ce genre. Je crois ce qu'il fait, de manière, c'est rajeunir des postes qu'il veut rajeunir. Au gouvernement, il y a beaucoup de jeunes. Dans certaines entreprises publiques, il y a beaucoup de jeunes. Mais il s'est réservé un segment où les gens doivent être comme lui. Ça, c'est une analyse personnelle qui n'engage que nous. Parce que quand je vois le président de l'Assemblée avec sa longévité, quand je vois le Sénat avec son âge, quand je vois le président du Conseil économique et social, quand je vois l'administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures avec son âge, je peux difficilement expliquer que ce ne soit pas cette option-là. Ça ne peut pas s'expliquer. Si vous voyez quelqu'un comme le président du Sénat, si vous l'approchez, je crois que lui-même peut dire que je ne peux plus travailler, je suis fatigué. Et si vous approchez le président de l'Assemblée nationale, c'est quelqu'un qui, vraiment, avec tout le respect que je dois à tout équivalent, n'a pratiquement pas tous ses sens. Mais il est là. Mais parce que le président veut qu'il soit là. Il veut qu'il soit là. Il a des raisons de... Pour faire quoi? Être là pour quoi faire? S'il n'a plus toutes ses facultés, s'il n'a plus toute, je veux dire, toute la facilité de son pouvoir. J'étais en train de vous dire que ce sont des options. Qu'il n'y a que lui seul qui peut expliquer. Je vous ai dit, on a l'impression, lorsque vous regardez l'environnement politique en Atlantique, vous allez constater qu'il y a deux paliers. Un palier qu'il renouvelle, un palier qu'il refuse de renouveler. Et il dit que ces gens-là doivent partir en même temps que moi. Et je viens de vous citer les postes qui sont dans ce second palier. Vous n'y pouvez rien. C'est un segment qui lui est réservé. Et les gens qui sont là sont à peu près... Regardez la direction générale, la délégation générale à la sûreté. Ce sont des gens de son âge. Et il se dit que s'il est seul, c'est comme s'il était complètement isolé. Il faut qu'il reste avec un certain nombre de personnes. On cite donc la délégation générale de la sûreté, le Conseil économique et social, la direction générale de la SNH, le Sénat, l'Assemblée. Vous n'y pouvez rien. Mais vous allez par contre au gouvernement, vous verrez qu'il y a des très très jeunes gens. Vous voyez, c'est une direction générale des sociétés d'État, des ministères comme le ministère des Finances, où il y a des directions générales. Vous voyez des gens qui sont là, à peine la trentaine. Donc, c'est une option politique qui n'a pas une justification scientifique, qui n'a pas une... qui n'est pas à la recherche d'un résultat. Voilà, qui n'a pas le président de l'Assemblée, l'Assemblée est à majorité RDPC, également le Sénat, on s'en fout. Que le président soit là ou non, ce n'est pas lui qui l'influence pas, puisque l'Assemblée est majoritaire et le Sénat est majoritaire. Qu'il reste chez lui sans y aller, on a besoin que ça s'attire, puisque les votes, les lois seront votées toujours. Il n'y a pas un combat dans cette structure-là. Tout comme au Conseil national, au Conseil économique et social. La direction générale de la SNH, elle dépend du chef de l'État. La direction générale de la sécurité, la SNH, ça dépend du chef de l'État. Donc,
vous n'y pouvez rien. On peut constater, comme vous constatez là, moi également, mais c'est des domaines dans lesquels Alors, ça relève du droit régalien du chef de l'État. est-ce que ces choix, quand on voit aujourd'hui la situation du Cameroun qui est suffisamment comme ça, on va dire, entamée par une guerre qui a commencé depuis près de 4 ans au nord, au sud-ouest, on voit celle qui est en train de se dégrader en Centrafrique, et puis celle qui a commencé depuis plusieurs années au nord avec Boko Haram. Est-ce que finalement, il ne laisse pas penser qu'il refuse d'opérer des choix qui puissent nous sortir de cette situation un tout petit peu, enfin un tout petit peu, d'ailleurs c'est pas le mot, cette situation chaotique que connaît le Cameroun en ce moment. D'ailleurs, pour vous citer, hein, Euh, vous semblez d'ailleurs vous rapprocher de ça, parce que vous dites que le président refuse, ou alors mieux vous disiez que le gouvernement de Yaoundé refuse d'opérer les choix qui puissent nous sortir de la situation de crise au nord au sud-ouest, lorsque ceux-ci sont proposés par autre voie que celle de ce gouvernement-là. C'est bien cela? Tout à fait, mais je crois il faut rester un tout petit peu clairvoyant. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque vous regardez les États du monde, le chef de l'État d'un pays, seul est habilité à prononcer l'amnistie, à gracier les personnes, à refuser l'état de grâce pour les condamner à mort. Il peut leur refuser la grâce. Il est le seul également à ordonner qu'un pays rentre en guerre, comme il peut également ordonner que la guerre s'arrête, son pays se retire, que ce soit par la défaite, que ce soit par une annonce. Donc, ce sont des données universelles. Alors, pour que l'une des actions rentre en, en action, si je peux dire ainsi, l'une de ces choses rentre en action, il faut qu'il y ait une décision souveraine, régalienne du président de la République. Mais dans des pays de démocratie, et nous ne sommes pas une démocratie, ça loin de là, dans des démocraties, on consulte le Parlement, on consulte la société civile, on consulte les partis d'opposition représentés à l'Assemblée, on consulte même les médias avant de prendre une décision qui désengage ou qui engage. À partir du moment où vous n'êtes pas dans un environnement démocratique, où le chef de l'exécutif n'a de compte à rendre à personne, il ne fait que ce que son cœur lui dicte. Parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a pas de contre-pouvoir qui peut l'amener à le poser sur une balance de manière à inquiéter par moment que son fauteuil lui échappe. C'est l'environnement typique que nous avons au Cameroun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société civile a beau parler, l'opposition insignifiante a beau revendiquer quelque chose, mais tant que le chef de l'exécutif n'a pas décidé, rien. Mais les jérémiades des médias, l'opposition, de la société civile qui est pratiquement inexistante, que voulez-vous? Vous constatez ça comme des démocrates comme moi, vous pouvez constater, je constate, mais je reviens à la raison, c'est que nous sommes dans un environnement qui n'est pas démocratique. Et à partir de cet instant, tout est permis. Comme c'est dommage. Mais, vous avez, monsieur, vous avez récemment, c'était au lendemain donc, du grand événement qu'a connu le Cameroun, les élections de 2018, vous avez estimé que le président Paul Biya avait loupé l'occasion que ne loupent pas les grands hommes d'État. C'est celui d'offrir au Cameroun un avenir différent, un avenir radieux. Mais le disant ainsi, vous absteniez alors à ce moment-là de parler de l'opposition camerounaise. Est-ce que cette opposition camerounaise-là vous donne à penser que l'après-Biya peut se faire avec elle? Que le Cameroun de demain peut compter avec cette opposition-là? Quand on regarde un peu le spectacle auquel elle s'adonne.
Alors, le grand moment auquel vous faites allusion, je crois que vous voulez parler du grand dialogue national qui a eu lieu. Exactement, c'est bien ça. Ben, écoutez, lorsqu'il y a eu en 1991, novembre 91, la tripartite, je disais que c'était du bluff. Je l'ai dit, j'avais écrit. Lorsqu'il y a eu en octobre, je crois, 2018, j'avais dit c'est du grand bluff. Il y a eu le bluff en 91, il y a eu le grand bluff en 2018. Pourquoi je l'ai dit? Parce que en analysant un tout petit peu les situations, vous retrouvez qu'en 1991, à partir de 90, l'opposition qui se constituait autour du SDF et de l'UPC était une opposition solide et inquiétante, tout au moins inquiétante pour le parti au pouvoir. Et cette opposition-là avait réussi à rassembler autour d'elle une immense partie de la population camerounaise. Et ces gens-là avaient demandé une conférence nationale souveraine qui était à la mode dans toute l'Afrique. Et lorsque le président de la République avait dit, et cette conférence nationale, lorsqu'elle arrivait dans un pays, c'était pour faire un peu le ménage, régler les comptes, ainsi de suite, et faire quand même tracer quelque chose de consensuel pour voir comment on pourrait évoluer. Ça, au moins, c'était une espèce de confession à laquelle les gens avaient le sentiment de participer à quelque chose. Lorsque les résolutions étaient prises, même si elles ne sont pas exécutées le lendemain, mais chacun, c'était un exécutoire. On pense qu'on a contribué à quelque chose. Donc, le président de la République à l'époque avait dit la conférence nationale, tout au moins telle que vous voyez, est sans objet. Alors, pour ne pas choquer les gens, il leur a offert une tripartite. Une tripartite, effectivement. Oui, et effectivement, c'était tripartite. Les résolutions étaient déjà élaborées avant qu'elles ne se tiennent. Tout était élaboré. Lorsque vous voyez le premier ministre Ayatou qui était à l'époque, mais vous parlez de congrès, j'y étais. C'est-à-dire, si vous voulez faire un coup d'État, il l'aurait fait. Parce que les gens en attendaient tellement. Mais il était fidèle, c'était un non fidèle. Il était fidèle au chef de l'État qui avait dit il va faire ceci. Les résolutions étaient rédigées. Donc, vous voyez, au sortir de la conférence nationale souveraine, les gens jubilaient parce qu'ils avaient participé à quelque chose. De la tripartite, vous voulez dire? De la tripartite, vous voulez dire? De la tripartite, pardon. Il y a eu rien. Mais chacun était content d'avoir participé à quelque chose. Merci de m'avoir dit. Maintenant, vous êtes en 2018. Les résolutions de la tripartite n'ont jamais été appliquées. Jamais. Je dis bien jamais. Maintenant, si elles étaient appliquées, une partie des revendications du Nord-Ouest et du Sud-Ouest aurait été en quelque sorte balayée. Ça n'a pas été. Maintenant, les gens qui revendiquaient en 90, ceux qui avaient 20 ans, ont quel âge aujourd'hui? Les gens qui revendiquaient déjà en 1972, lorsqu'on a supprimé la fédération, en 1972, ils ont quel âge aujourd'hui? Puisque les problèmes n'ont pas été résolus en 1972, il y a eu le grand bluff en 91, en 2018, ces gens-là ont mûri. C'était des très jeunes en 1972. Ils sont des vieux aujourd'hui, mais les problèmes sont restés. Donc, à chaque fois, il y a eu comme une manière d'endormir, et puis le temps passe. Donc, aujourd'hui, en 2018, les problèmes de 72, de 91 sont latents et ils ont créé le conflit du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Au moment où on pense que, bon, ben voilà, on a donné le grand dialogue national. Et comme en 91, les résolutions avaient été rédigées avant qu'elles ne se tiennent. C'est pour ça que j'ai dit le grand bluff. Autant 72, 91 n'ont rien donné,
Autant, n'attendez pas que 2018. Pourquoi? Je peux répondre à la question. L'exécutif camerounais n'a jamais eu d'attitude démocratique. C'est des monarques. N'allez pas contraindre un monarque à faire quelque chose d'autre que ce que sa volonté lui dicte. Et comment faire pour en sortir alors? Avec une opposition qui est constamment en train de se disputailler. On voit non. Je ne suis pas de votre avis. Je suis pas de votre avis. C'est pourtant aussi de l'opposition, de la société civile, que doivent venir des forces vives. Hein? Et y compris également le quatrième pouvoir, que sont les médias. Mais je vais vous dire. Oui. Lorsque un mécanisme est mis en place, ce mécanisme-là doit affaiblir des postes qui peuvent apparaître comme des postes de résistance, qui peuvent apparaître comme des postes de menace. Les médias font partie. La société civile fait partie. L'opposition fait partie. Alors, lorsque ce pôle-là sont forts, le pouvoir peut être menacé. Et lorsque, dans tout système au monde, lorsque une opération réussit dans un pays, ailleurs, on règle le mécanisme pour parer. Donc, au Cameroun, on a constaté que si on accorde l'importance aux médias, ils vont devenir puissants. Si on accorde l'importance à la société civile, elle va devenir puissante. Si on accorde l'importance à l'opposition, elle va devenir puissante. Et les trois vont constituer des menaces. Donc, le pouvoir, conscient de tout cela, rentre dans l'opposition pour balkaniser, pour l'affaiblir. Le pouvoir, conscient de tout cela, divise la presse et la chosifie, c'est-à-dire enlève à la presse tout ce qu'il peut lui donner des éléments pour être un pouvoir. Regardez les journaux qui se créent. Demain, on crée un journal, on lui donne un nom comme ça, et puis on vous dit, il y a 10 journaux qui peuvent se créer en un mois. Et ces journaux-là, on sait comment ils sont financés. Tout ceci pour réduire aux médias leur capacité d'être forts. Et d'ailleurs, on multiplie la création de revues visuelles, on multiplie la création de journaux, et on ne leur accorde pas d'importance. Il y a quelqu'un qui me faisait une remarque. Comment vous comprenez que lorsqu'un journal, ou une radio, ou une télévision fait une révélation, la personne mise en cause ne fait pas de démenti, ne fait pas de droit de réponse, mais va directement à la police ou à la gendarmerie? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Parce que la loi de 1990 vous donne le droit, si un journal vous diffame, ou vous portez plainte, ou vous faites un droit de réponse. Ça, la loi vous donne ce droit-là. C'est-à-dire que vous soyez ministre, que vous soyez député, que vous soyez n'importe qui, si vous vous sentez diffamé, vous avez le droit de porter plainte. Et on va enquêter auprès de ce genre-là pour voir si l'élément de dénonciation est juste ou faux. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'un ministre, un député, un homme d'affaires, croit que son nom a été mal utilisé dans un journal, il va prendre les gendarmes, on vous arrête. On vous arrête tout de suite. Et puis, vous n'avez plus rien à dire. On vous arrête tout. C'est-à-dire que c'est sa parole contre la vôtre. Mais c'est tout simplement une manière de contourner la loi et affaiblir les médias. Donc, c'est en affaiblissant les médias, en ignorant l'opposition, en affaiblissant la société civile, le pouvoir en place se retrouve sans opposition organisée, sans une force organisée, et puis il peut se tourner les pouces, il fait ce qu'il veut. Mais vous savez, quand on vous entend sur ce registre-là, de cette façon, qu'est-ce que vous voulez que la jeunesse pense? Qu'il n'y a rien à faire, qu'elle est condamnée à subir ce pouvoir ad vitam aeternam? Vous voulez que je réponde à votre question? C'est une question, effectivement. Il n'y a rien. Oui, il n'y a rien à faire. Je vais vous dire pourquoi.
Comment les Je autres vais vous peuples dire. se sont libérés des bourreaux? On a vu les révolutions Mais ailleurs. je vais répondre. D'accord. Ce qui s'est passé en Tunisie est impossible au Cameroun. Ce qui s'est passé au Zimbabwe est impossible au Cameroun. Ce qui s'est passé en Algérie est impossible au Cameroun. Ce qui s'est passé en Égypte est impossible au Cameroun. Ce qui se passe au Sénégal est impossible au Cameroun. Et pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi? On est un Ce peuple qui s'est comment alors? passé au Burkina. Je vais vous dire. Hmm. Je vais vous dire. L'armée camerounaise a été formée sur des bases coloniales, c'est-à-dire la répression. Elle est passée des années 40 jusqu'à ce jour. La police a été formée par des gens qui peuvent incendier le quartier Congo, qui peuvent entrer dans les forêts de la Sanaga maritime, brûler, arrêter. C'est ce processus de formation qui dure jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le processus de formation, que vous soyez policier, gendarme ou militaire, on vous dit il faut respecter les institutions et les personnes qui les incarnent. Vous comprenez? Oui. Respecter les institutions et les personnes qui les incarnent. Ça veut dire quoi? C'est tout ce qui constitue la formation pédagogique de l'armée. Et dans ce cas-là, elle n'est plus une armée républicaine. Elle est une armée au service des personnes qui incarnent les institutions. Je vous donne un exemple. Lorsque les jeunes manifestent dans la rue, l'armée a le pouvoir, la police, d'utiliser les matraques, d'utiliser les jets d'eau, d'utiliser les gaz lacrymogènes, d'utiliser les balles blanches. Vous savez, c'est pas ça? On appelle ça la graduation dans la remise en ordre pour le maintien de l'ordre public. La graduation. Les balles réelles, on ne les utilise pas contre la population. Jamais. C'est pour protéger le territoire. C'est pour protéger le territoire. Mais allez donc voir. La formation coloniale de l'armée fait que dès que vous manifestez, vous êtes soupçonné de vouloir déstabiliser les institutions. Et comme il faut les protéger, on tire la balle blanche, la balle réelle. Immédiatement. Alors, comme les Camerounais, comme la plupart des Bantous, nous n'avons pas la culture de martyrs, comme les Arabes, comme ils peuvent bomber le torse, il faut tirer dessus. Or, nous, on a peur du sang. Lorsque vous voyez un compatriote qui est tombé là à côté de vous sur les balles, tout ce que vous pouvez faire, c'est de fuir et ne plus jamais remettre les pieds là. Et donc, dans cette pratique-là, mais vous voyez que le pouvoir a une route complètement balisée, il n'a peur de rien. Il n'y a rien qui puisse le déstabiliser. Parce que à tout moment, vous allez manifester dans la rue, vous allez tenir un meeting, vous allez tenir une réunion simple, elle sera interdite. Et si vous insistez, les balles réelles vont venir. C'est tout. Mais est-ce que vous pensez que la constitution actuelle de l'ADN du Camerounais qu'on vient de décrire, qui n'est pas capable du sacrifice ultime, est totalement figée, qu'elle n'évoluera jamais, parce qu'on voit les Camerounais qui sortent du Cameroun, qui vivent autre chose. Pourquoi vous ne pensez pas qu'ayant vécu autre chose, les Camerounais nouveaux naissent, grandissent et changent la donne dans le rapport de force avec le gouvernement de Yaoundé? L'alternance à Yaoundé a une éventualité, une alternative, une. Quand on dit une alternative, c'est ou ceci ou cela. Une alternative. Un, le chef de l'État prépare et désigne son successeur. Allez, c'est la continuité. Rien. Deux, ça c'est l'autre côté de l'alternative. Elle se fait de manière démocratique et dans les urnes. Vous avez beaucoup de chances qu'il y ait changement. Il y a quand même une autre possibilité. Si elle se fait
par les armes. Là, il y a probabilité d'espérer. Mais sinon, il faut oublier, vous dites. Sinon, il faut oublier, vous avez dit. oui. Alors, justement, Oui. en parlant donc du successeur du président Paul Biya, jusqu'ici, hein, je suis sûr que même vous n'en voyez pas véritablement un. Mais il se murmure depuis quelque temps que le président Paul Biya préparerait son fils Franck Biya à la succession. On a vu depuis quelque temps des ballons, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, des ballons d'essai, on ne sait pas trop. Et quel est le commentaire que l'observateur averti de la scène politique camerounaise que vous êtes fait de ces informations, de ces supputations sur un Franck Biya qui, visiblement, n'a pas été comme au Togo, on a vu le fils Eyadema, ou encore comme au Gabon, on a vu le fils Bongo. Quelle analyse faites-vous de ces informations qui circulent relativement à une succession de gré à gré de Franck Biya par son père? Ben, je vais parler en Jordanie pour dire que lorsque le roi Hassan avait quitté son pouvoir, il avait préparé son fils. Et vous avez cité à côté de nous, il y a des maths qui a préparé son fils. Vous avez vu M. Bongo, comment il a commencé à faire, il a préparé son fils. Vous avez vu Abdallah Wade, qui a tout fait, qui a préparé son fils, mais que le Sénégal a décidé autrement. Bon, je voudrais vous dire que le chef de l'État du Cameroun a répondu à une interview d'un journaliste français d'une télévision française, la télévision nationale française, et qui répondait exactement à la question que vous venez de me poser là. Le président lui a dit que, je reprends les mots, la démocratie ne cadre pas avec le mot de dauphin et que le Cameroun n'est pas une monarchie. Ça, c'est lui qui a dit ça. Le Cameroun n'est pas une monarchie. Il a dit ça, il a accordé cette interview il y a à peu près 15-20 ans. Et que le Cameroun n'étant pas une monarchie, il n'y a pas de raison qu'il prépare un successeur, un dauphin. Et que les Camerounais sont suffisamment mûrs. Le moment venu, en application au respect de la Constitution, ils seront choisis celui qui va diriger le pays. Ça, c'est lui qui l'a dit. Et c'est quelqu'un qui est très constitutionnaliste, c'est quelqu'un qui est très formaliste. Bon, il n'y a que des montagnes qui ne changent pas. Il peut arriver que du jour au lendemain, il ait changé d'avis et il prépare un dauphin. Mais moi, en tant que légaliste et démocrate, je n'ai aucune raison, vraiment aucune raison, jusqu'à preuve du contraire, de croire que ce qu'il a dit, il ne va pas l'appliquer. Bon, maintenant, il y a des activistes, il y a des activistes, des gens qui profitent de certaines situations, qui peuvent mettre dans la tête de telle personne que tu es présidentiable. Pourquoi pas? Je connais des ministres, je vous assure que je connais des ministres avec lesquels j'échange souvent. Mais lorsque je l'envoie se promener un tout petit peu dans une discussion, et je laisse entendre que bon, pourquoi pas. Mais lorsque vous regardez sa réaction, il dit pourquoi pas. Oui, ça veut dire que ce fauteuil-là est convoité par tout le monde. Pourquoi pas par le fils du chef de l'État? Pourquoi? Et même si lui-même ne le dit pas, on vient lui dire à l'oreille que, écoute, ça s'est passé comme ça, avec succès, ça peut se passer comme ça aussi. Et il y a des gens, beaucoup de gens, qui n'aimeraient pas que les choses changent. Pas parce qu'ils sont des anachroniques, mais tout simplement parce qu'ils ont des choses à protéger, ils ont des choses à craindre. Un statu quo, même par personne désignée, ça les arrangerait énormément. Une note d'un pessimisme, on va dire quand même. Non, c'est pas, c'est réaliste. C'est le réalisme. Vous savez, moi, je vis au Cameroun.
j'ai la chance de côtoyer personnalités, que ce soit de l'opposition, de la majorité, mais la majorité de mes amis sont au gouvernement. Je les côtoie, je discute avec ces gens-là à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, ce que je dis là, c'est réaliste. Ce n'est pas du bluff. Si je voulais bluffer, je tiendrais le langage pour vous faire peut-être plaisir. Mais je vous dis que c'est la vérité, c'est la réalité. D'accord, noté. Donc, alors, on va un peu avancer rapidement pour boucler cette émission qui a déjà duré un peu plus d'une heure. Mais, Xavier Messier, est-ce que vous confirmez que rien ne changera également au niveau du Sénat? Aujourd'hui, on a donc eu, tout à l'heure, on a parlé de l'élection, de la reconduction, d'ailleurs, au poste du président de l'Assemblée nationale de M. Kaba Djibril. Vous pensez que M. Nyat Difendi sera de nouveau reconduit comme président du Sénat? Vous savez, c'est un machin dont j'ai dit le plus grand mal. Le Sénat. On a fait du copisme. On a fait du copisme à l'aveuglette. On n'en a pas besoin. On ne l'a pas imposé? Non, on n'a pas besoin on n'a pas imposé. On n'a pas besoin d'un Sénat. C'est des gouffres d'argent inutiles. Le Sénégal a constaté à un moment donné qu'il s'était trompé en instituant un Sénat. Ils sont revenus dessus. Tout à fait. Ils ont annulé ce machin. Et puis, le Sénat est là. Il sert à quoi? À rien du tout. Entretenir un poste de président du Sénat dont le budget vaut 5 ministères, ça sert à quoi? Un personnel pléthorique qui ne sert à rien, des sénateurs qu'on paye à coups de milliards, ça ne sert à rien du tout. Vraiment rien. Donc, avant même qu'on ait créé ce machin, j'en ai dit le plus grand mal voulu. Maintenant qu'il est là, on entretient, mais je vais vous dire que le président de la République va faire reconduire ad vitam M. Nyat Difendi. Il le fera reconduire. Parce que pour lui, ce sont des postes où il case ses copains et ils n'ont aucune obligation de résultat. Ils n'ont pas de dossiers contentieux à étudier. Ce n'est pas une force de proposition, c'est des voies de garage où il faut satisfaire les amis pour que ces derniers, on leur donne un budget justifié, l'argent qu'il va utiliser dans son village, dans sa région pour amener les gens à ne pas se révolter. C'est tout. Donc, que le Sénat soit, le poste du président du Sénat soit renouvelé ou non, que M. Nyat reste là ad vitam, ou qu'il change, vraiment, ce sont des structures qui me laissent de marque. Parce que je ne peux pas dire une chose et quelque chose et dire son contraire le lendemain. J'ai dit que pour moi, c'est un machin, c'est un gouffre à sous rien. Ça ne nous sert absolument à rien dans la démocratisation du pays. L'Assemblée, si elle était multicolore, peut faire un bon boulot. Même au sein de la majorité, si on avait des députés qui veulent travailler, ils peuvent amener le gouvernement camerounais à travailler également, à questionner le gouvernement, des projets qui sont votés à l'Assemblée et qui sont engloutis, hein, et qui ne sont pas achevés. L'Assemblée, c'est son travail, il faut mener des enquêtes. Voilà au moins l'Assemblée peut être utile. Et après, le Sénat ne sert à rien du tout. D'accord. Donc, pour finir, une dernière question sur la politique nationale au Cameroun. M. Xavier Messier, un grand parti de l'opposition camerounaise, le SDF, se déchire en ce moment à travers donc de ses députés, M. l'honorable Joshua aussi et Jean-Michel Nitieux. Quel regard portez-vous sur ce spectacle qu'ils offrent en ce moment au Cameroun à la suite de quelques divergences de points de vue et de positionnement? Mais ce que le SDF est en train de faire, je salue. Ce sont les signes de la démocratie. C'est des signes propres à la démocratie. J'aimerais que au RDPC, ce genre de joute se passe.
J'aimerais qu'au MRC, ce genre de combat se passe. J'aimerais qu'à l'UPC, ce genre de combat se passe. C'est ça le comportement démocratique au sein d'un parti politique. C'est ça. Vous avez vu les duels chez les républicains, chez les démocrates, pour être investis. Les duels que les deux se mènent. C'est-à-dire pour gagner l'investiture au parti républicain, pour gagner l'investiture au parti démocrate. Il faut se battre. Vous voyez des gens qui sont dans un même parti s'affronter à l'épée. C'est ça la démocratie. Et il faudrait que M. Nietzsche s'arme des arguments et d'un programme. Il faudrait que M. Joshua aussi s'arme des arguments et des programmes pour gagner la confiance des électeurs au sein du SDF. Pour moi, c'est ça. Ce qu'ils sont en train de faire, et c'est une révélation d'un comportement démocratique au sein d'un parti. Je salue ce qu'ils sont en train de faire, et je voudrais qu'on ne se limite pas aux griefs qu'on reproche à Joshua aussi, qu'on ne se limite pas aux reproches qu'on pourrait faire à Nietzsche, mais que chacun s'arme des arguments sans haine, et qu'ils aillent au duel devant les électeurs et que ces derniers votent en toute conscience le candidat de leur choix. C'est ça qu'il faut. Mais les accusations quand même qu'on a entendues sont graves. Lorsqu'on dit que vous avez pris de l'argent dans des conditions que sont celles décrites par l'honorable Jean-Michel Nietzsche, est-ce que c'est encore ça la politique telle que les jeunes aimeraient entendre, aimeraient voir? Oui, c'est absolument ça. C'est absolument ça. Monsieur Ngassa, oui. Si vous avez la prétention, un seul jour, de solliciter une élection, même d'un conseil municipal, préparez-vous à être toujours propre. Préparez-vous à être toujours propre. Qu'on n'aille pas fouiller dans votre poubelle. C'est tout à fait normal. Il faut qu'il justifie qu'il ne l'a pas fait. Mais quelqu'un qui doit solliciter une élection doit se préparer. Si vous dites que vous serez, je ne sais pas, conseiller municipal ou député ou président de la République dans 10 ans, dans 20 ans, commencez à vous préparer à être clean, complètement propre. Sinon, on va vous ressortir vos crashs le jour de la consultation. Et je ne dis pas que les déclarations de l'un ou de l'autre, c'est des paroles d'évangile. Et il faudrait que ceci aille s'expliquer. Mais c'est ça. Moi, je suis entièrement... Vous savez, je n'ai pas de... les deux candidats, je ne connais pas Nietzsche. Pas du tout. Je l'ai souvent vu à la télé. Je lis ses articles je lis ses enquêtes qui me font plaisir. Quelqu'un de qui je suis très proche, très proche, c'est Joshua. Très proche. Avec qui j'ai eu à passer souvent des moments agréables. C'est quelqu'un qui... je suis très proche de lui. Je peux l'appeler à minuit, je peux l'appeler à tout moment. Si j'étais membre du SDF et qu'il avait un programme qui me convient, j'irais voter pour lui. Ce que je suis en train de dire à vos téléspectateurs, je le dis et je le dirai à Joshua s'il était en face de moi. C'est-à-dire que si vous voulez solliciter une élection, préparez-vous à ne pas avoir de casseroles. Les casseroles, parce que quand vous les prenez, ça fait du bruit. Et puis finalement, ça réveille l'attention de tout le monde. Sinon, si on fouille dans la poubelle et qu'on ressort des déchets, et si ces déchets sont les vôtres, tant pis. Tant pis. Okay. Ce qui se passe au SDF devrait servir de leçon. C'est-à-dire qu'en gros, si on vous a bien compris, vous avez donc été très attentif aux révélations qui ont été faites récemment sur la collecte de fonds détournés ou pas par le MRC. Comment avez-vous apprécié ces sorties de Penda Coca sur la gestion de ces fonds-là? C'est ce qu'il faut faire, c'est ça? Mais vous savez, il faut pas confondre les choses.
lorsque vous collectez des fonds, que ce soit en national ou à l'international, ou les deux, c'est un argent qu'on ne peut pas dire que vous avez détourné dans l'usage. Parce que c'est vous qui tracez l'utilisation de cet argent-là. Lorsque vous avez constaté un besoin qui peut être une catastrophe nationale, vous dites que vous allez chercher des fonds pour aider les victimes. Vous allez décider de la ventilation de cet argent. Ce n'est pas un programme de gouvernement pour lequel on dit qu'on va construire une école ici, on va construire un pont là-bas, on va construire une route ici, on va faire une dispensaire là. Et que si le dispensaire n'a pas été construit, la route n'a pas été faite, c'est considéré comme un détournement. Lorsque vous collectez des fonds, vous dites que je vais aider les populations qui sont frappées de Covid-19. Ce fonds que vous collectez, vous pouvez les utiliser à acheter des masques, à acheter comment on appelle ça, des médicaments, à acheter des gels. Mais alors, comment est-ce qu'on peut dire que, sauf si vous avez de cet argent, vous n'avez pas acheté des gels, vous n'avez pas acheté des masques, vous avez pris la totalité de cet argent ou alors une partie de cet argent pour aller vous construire une villa. C'est ça qui pourrait être qualifié de détournement. Mais la gestion d'une collecte d'argent pour un besoin humanitaire, c'est difficile de qualifier et de quantifier un détournement. Vous savez, lorsque vous occupez le poste de Penda et que vous êtes dans un environnement qui peut rechercher des arguments de déstabilisation, mais soyez sûr que vous êtes exposé à tout. Hein. Donc, c'est ça. D'accord, merci. Alors, je propose que pour conclure cette émission, je ne pourrais pas vous laisser partir sans quand même vous interroger sur, à l'international. On a donc appris il y a quelques jours, notamment hier, on a entendu cette sortie qui nous informe de ce que un de vos compatriotes, le professeur Achille Mbembe, sera reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron au mois de juillet prochain. Il sera question en fait d'entamer un certain nombre de rencontres préalables à un grand débat sur les relations franco-africaines. Qu'est-ce que cela vous a rappelé quand on sait que de plus en plus de tels sommets se font sur l'Afrique? Pourquoi l'Afrique? Vous-même avez été à Sochi il y a quelques années. Je suppose que c'était toujours dans le même contexte des relations russo-africaines. L'Afrique est-elle finalement la chasse de toutes ces puissances? Comment lisez-vous un tel intérêt constant de ces puissances à l'égard de l'Afrique, au point d'appeler très souvent les enfants africains pour les accompagner dans ces projets-là? Lorsque j'ai appris cette information selon laquelle Achille Mbembe sera reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron, j'ai eu très chaud au cœur. Et je me suis dit, c'est une excellente initiative. Pourquoi je l'ai dit? Parce que d'abord, c'est une tradition à l'Élysée, en France, c'est une tradition de recevoir souvent des groupes organisés ou des personnes très influentes, la plupart du temps, en Afrique. Mais nous faisons une fixation sur l'Afrique parce que nous sommes des Africains et avec notre complexe de colonisé, nous avons toujours l'impression qu'une telle relation est immédiatement perçue comme une relation de subordination et qu'elle ne peut pas apparaître comme une relation d'échange et des échanges qui peuvent parfois porter des fruits appréciables. Donc, du coup, lorsqu'on voit quelqu'un comme Achille Mbembe, dont on connaît la pensée, et qui va rencontrer quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui est extrêmement, comment c'est, il est condescendant, voilà. Il est très condescendant vis-à-vis de l'Afrique. On ne peut pas comprendre qu'Achille Mbembe, un savant africain, aille le rencontrer.
Mais comment est-ce que vous pensez que si vous ne pouvez pas rencontrer des gens qui pensent différemment ou qui font différemment de ce que vous voulez, de ce que vous êtes, comment vous pouvez vous entendre, comment vous pouvez entendre, trouver un chemin d'entente? Comment vous pouvez leur expliquer votre mécontentement? Comment vous pouvez leur dire la forme de la coopération, la forme du respect mutuel que vous voulez? Comment vous pouvez le faire? À travers simplement des articles? Moi, je pense que ce genre d'occasion, avec quelqu'un comme Achille Mbembe, qui n'a pas sa langue dans la poche, qui ne dépend pas de l'Élysée pour vivre, qui est un intellectuel, un savant de haut niveau, c'est une opportunité pour que ce monsieur-là, Achille Mbembe, rencontre quelqu'un qui parle de l'Afrique de manière condescendante, qui lui dise des vérités dans les yeux. Alors, lorsqu'il y a une telle rencontre, ne commencez pas d'emblée par condamner. Les condamnations sont des comportements de complexer, de coloniser complexé. Il faut se décoloniser mentalement et dire qu'un Macron, Achille Mbembe, peut être devant Macron et lui dire des vérités. Il dit, monsieur, voici, ainsi de suite. Si si Achille Mbembe avait eu l'opportunité de rencontrer Sarkozy, mais il lui aurait dit des vérités sur l'Afrique. Mais pas en le vociférant, mais en lui disant, monsieur, vous vous trompez. Voici ce qu'est l'Afrique. Ce sont des opportunités, des occasions qu'il faut saluer. Et moi, je dis encore une fois de plus, rencontrer son adversaire pour lui dire des vérités, pour le convaincre de ce qu'il ne sait pas, ce sont des opportunités qu'il ne faut pas rater. Et je peux vous assurer que dans les heures qui suivent, je vais passer un coup de fil à Achille, je lui dirai c'est une très bonne occasion. Moi, voici ce que j'ai envie de dire. Écoutez, j'ai créé une émission à HTV cette émission s'appelle Face au président. C'est une émission qui dure 9 minutes. 9 minutes. On vous donne un fauteuil, on vous pose une question. Si l'arrivée que vous vous trouviez face au chef de l'État, que lui demanderiez-vous? Vous parlez seul pendant 9 minutes. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que si Achille Mbembe est devant Macron, il lui dira ce qu'il sait de l'Afrique et ce que Macron ne sait pas de l'Afrique. Et il va dire à Macron, si vous voulez travailler avec l'Afrique, respectez les Africains. Mais s'il ne le dit pas, qui va le lui dire? Les chefs de l'État ne peuvent pas. Ils ont peur. Ils ont peur. Parce que c'est un élu. Ils ont peur du retour de la manivelle. Il n'y a que des intellectuels comme Achille pour dire la vérité aux chefs d'État occidentaux. Alors, vous qui étiez donc à Sochi, dans le même contexte, c'est vrai, c'était davantage pour discuter sur une plateforme qui parlait, débattait de l'économie et des relations également entre la presse russe et la presse africaine. Bon, on aurait tant aimé que ce soit simplement des relations entre la presse russe et la presse camerounaise, puisque nous sommes un pays, pourquoi toujours russe, Afrique, France, Afrique, Brésil, Afrique, États-Unis, Afrique. Bon, c'est un peu déplorable, mais vous comprenez un peu notre questionnement. Vous qui étiez dans à Sochi, chers amis messieurs, l'année prochaine se tiendra, donc en 2022, se tiendra la prochaine édition, après celle de 2019. Nous continuons à regarder en tant que Camerounais les conséquences positives de ce sommet de Sochi qui se tient donc, en Russie en octobre 2019. Les avez-vous déjà palpés, vous? Ou bien l'espoir demeure? D'abord, je voudrais vous dire que je faisais partie de 11 journalistes africains que Poutine avait invités. Nous étions 11. Et lors de l'audience qu'il nous a accordée, il a dit à chacun, à prononcer devant chacun lui serrant la main, des mots appropriés. Bon, je ne parle pas russe, mais l'interprète qui était à côté du président traduisait à chaque fois, à chaque personne devant Poutine, vous vous présentez, vous donnez votre nom, vous donnez votre pays, vous donnez le nom de votre pays, et il avait une phrase particulière pour chacun de nous. Ça veut donc dire que ce contact-là, c'était pas une audience à tête, mais c'était quand même une audience suffisamment préparée pour que
cette rencontre soit une rencontre pas folklorique, mais quelque chose de suffisamment étudié. Maintenant, la Russie, comme la Chine, les pays africains, je ne peux pas dire que, en travaillant exclusivement à l'Occident, on fait de bons choix. Je dis non. Est-ce qu'ils avaient le choix de choisir? Je crois que non aussi. Imaginez-vous depuis combien de temps on a diabolisé la Chine. C'est aujourd'hui la Chine qui est en train d'aller vers les pays africains. Lorsque vous parlez de la Chine à une certaine époque, on vous prenait pour un diable, pour un communiste qui veut amener le communisme, comme si le communisme était le démon. C'est l'ignorance de l'histoire, c'est l'ignorance de grands courants idéologiques, c'est l'ignorance des pensées de développement liées au développement. C'est l'ignorance. Et comme hier également, quand on vous parlait de la Russie, de l'Union soviétique, on vous présentait ces pays-là, le grand ours qui fait peur, ainsi de suite. Moi, je suis allé visiter les ours, j'ai fait même des photos avec des ours en Russie. Et donc, l'Occident a passé tout son temps à diaboliser les grands pays qui sont la Russie et la Chine comme des démons. Et en retour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Piller l'Afrique. Piller l'Afrique. Lorsque vous allez en Chine, la Chine vous dit c'est du donnant-donnant. Vous allez en Russie, la Russie vous dit c'est du donnant-donnant. Voici ce que nous sommes capables de faire. La Chine a créé la nouvelle route de la soie. En voulant présenter la nouvelle route de la soie, la Chine a invité chaque année entre 260 et 280 journalistes du monde entier pour aller voir ce qu'elle attend, ce qu'elle va offrir dans la nouvelle route de la soie. Et nous sommes revenus ici à chaque fois. Nous avons essayé, n'est-ce pas, d'informer nos populations, nos dirigeants, pour qu'ils profitent des bienfaits de la route de la soie. Je vais vous prendre un seul exemple, un seul. Voici notre compagnie aérienne, Camerco, qui n'arrive pas à voler. La Chine a élaboré, a mis sur pied des avions petits porteurs comme ATR qui est franco-italien, comme le Bombardier qui est canadien, comme Embraer qui est brésilien. La Chine a fabriqué son MA60. Je vous assure, ces avions sont de même contenance, même capacité de vol, avec les mêmes fournisseurs de pièces. Mais si vous vous rendez compte comment les pays occidentaux ont mené une campagne en utilisant les propres Camerounais pour leur dire que c'était des cercueils volants. Des cercueils volants, tout simplement, parce qu'on ne voulait pas que la Chine pénètre. La Chine a proposé à Camerco, je vous donne des moyens porteurs, je vous donne les petits porteurs pour équiper votre flotte et je mets à partir de Douala une base, parce que j'ai déjà les mêmes avions au Congo-Brazzaville, j'ai les mêmes avions au Zimbabwe, j'ai les mêmes avions en RDC, je mets ma base au Cameroun. Et je vous donne autant de moyens porteurs, autant de petits porteurs. Mais vous savez ce qui se passe? Les Camerounais, nommés, utilisés par les pays occidentaux, boycottent cette coopération parce qu'elle leur fait peur. On préfère que la Camerco ne vole pas plutôt que de voler avec un MA60. On préfère qu'il vole avec un bombardier. Et lorsqu'un directeur général de Camerco veut compléter sa flotte avec des petits porteurs, la Chine lui propose un troisième MA60 affrété à 120 millions de francs par mois. Vous savez ce qu'il fait? Il va acheter, il va affréter un bombardier à Emirates qui paye à 220 millions de francs par mois avec l'équipage hors équipage. Vous vous rendez compte? Dans une compagnie qui n'arrive pas à décoller. On le fait pour ce produit-là, on le fait pour la formation des personnes, on le fait également pour des produits commerciaux de consommation de grande de consommation courante. Alors,
Lorsque vous vivez ce genre de choses, j'étais en Chine, en Russie. Mais vous voyez les Russes qui vous disent que nous sommes venus au Cameroun pour présenter tel projet, pour développer tel secteur, tel secteur. Nous sommes restés 2-3 mois, on ne nous a pas reçus. Aucun ministre ne nous a reçus. Mais quand quelqu'un de notre pays, je ne sais pas, arrive, on va l'accueillir à l'aéroport. On a compris le pays que vous ne voulez pas citer. Oui, j'ai compris. D'accord. Mais écoutez, chers amis, messieurs, tout a été entendu. Ben écoutez, merci encore de nous avoir accordé votre temps précieux cet après-midi pour cette longue interview. Plusieurs thématiques ne pourront pas être abordées cet après-midi, malheureusement, parce que le temps imparti est arrivé. Mais bon, vous les avez déjà, au cours de cette émission, clairement touchés, parce que vous êtes revenu sur la situation de la presse. Je pense que on ne fera pas de mystère, tout le monde sait ce que vit notre presse aujourd'hui. Nous aurons bien aimé, mais vous l'avez clairement dit déjà, nous aurons bien aimé également parler un peu de l'information telle qu'elle est produite et diffusée actuellement au Cameroun par, on va dire, un certain nombre d'hommes d'affaires et d'hommes politiques. Mais là, je crois qu'on ne dira rien de particulier. Vous l'avez également dit, notre presse est dans une situation assez compliquée, comme d'ailleurs l'opposition camerounaise, comme d'ailleurs la société civile. Donc, merci, chers amis messieurs, d'avoir accepté notre interview. J'étais très content de passer ces quelques heures dans votre compagnie. Dia TV, c'est pas la première fois que je suis votre invité, c'est la deuxième fois et les sujets sont toujours là, ils sont récurrents. J'ai pris l'habitude de venir sur votre plateau. Comme on ne peut pas épuiser tous les sujets une seule fois, c'est avec plaisir que je répondrai à une prochaine invitation, que ce qu'on n'a pas pu aborder en profondeur aujourd'hui, qu'on puisse le faire. On a passé beaucoup de temps à parler de moi. Je pense que la prochaine fois, puisqu'on ne parlera plus de moi, on parlera des sujets que vous venez de soulever là et qui ont été tout simplement abordés très sommairement. Je vous remercie. Je salue tous les téléspectateurs de Dia TV, Dia Télévision et je salue M. Gassa et en espérant vous retrouver prochainement. Merci, ce sera un plaisir. Mais je tiens quand même à vous dire, chers AMBC, que nous constatons aussi, modestes observateurs de la scène sociopolitique chez nous, que des moments où on a des gens comme vous avec une trajectoire aussi admirable, riche, manquent dans nos télévisions. On parle beaucoup plus de politique. Nous avons grandi, nous aussi, en regardant la télé, et il y avait des noms, quand ils passaient à la télé, on disait on veut être comme eux. Et c'est pour ça que j'insistais, monsieur Zahir, pour que vous soyez aussi ouverts à parler de vous. Parce que de ce que vous nous avez appris de vous, il y a des gens qui vont se construire à partir de cela. Il y a des gens qui auront envie de se projeter et devenir comme vous. Et vous êtes un exemple. Vous êtes un journaliste très apprécié. Et je vous remercie encore d'avoir accepté que j'insista sur cet aspect-là de notre interview qui consacrera du temps sur vous. Merci. Chers web téléspectateurs et téléspectateurs de Dia TV, cette émission est à présent arrivée à son terme. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. C'était donc Monsieur Xavier Messier-Atiati, journaliste, formateur, enseignant de journalisme et de communication dans nos universités et auteur d'ouvrages également, qui nous a fait l'honneur cet après-midi d'être sur notre plateau. Nous vous donnons rendez-vous samedi avec donc un programme aussi alléchant. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau deux historiens qui nous parleront donc de Osende Afana, qui a été assassiné il y a exactement un peu plus de 40 ans. C'était un 15 mars. Nous recevons également, après donc, cette première mission-là, en seconde période de notre programme samedi, un grand enseignant de mathématiques, M. Kenny Emmanuel, depuis la Chine. Voilà, c'est la fin de cette émission. Au revoir.